Alors la masterclass de 30 minutes à laquelle vous allez assister, on va d'abord revenir sur la démarche du livre, pourquoi ce livre, et puis faire un état des lieux du commerce français et du commerce américain et voir qu'il y a pas mal de contrastes, c'est ce qui a servi la motivation de ce livre. Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder et on va essayer d'observer une dizaine de cas inspirants qui viennent des États-Unis, parmi les 100 qui sont présents dans le livre. Le constat qui est que depuis 3-4 ans, le commerce français, et c'est assez logique, subit les difficultés de l'économie française. Alors, je vais citer un seul chiffre, pic de chômage qui était à fin 2015, début 2016 à 10,8% de la population active, une croissance qui est au ralenti, autant dire que le commerce français est quasiment à l'arrêt. Et quand je voyage beaucoup aux États-Unis, où je multiplie chaque année, je fais 5-6 voyages aux États-Unis, et à chaque fois que je vais là-bas, je constate un vrai contraste d'abord avec l'économie française et aussi avec le commerce français. Contraste avec l'économie française, il faut juste regarder deux chiffres sur l'économie américaine. Le taux de chômage qui est en dessous de 5%, et on est en situation de plein emploi dans 47 États sur 50, avec des États comme par exemple l'État de Washington qui a 2,9% aujourd'hui de taux de chômage, donc ça fait rêver pas mal en France, mais évidemment ça a une incidence sur la consommation et sur le commerce, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, la croissance, qui est en moyenne, on va dire, de 2 à 3% du PIB chaque année, ce qui est beaucoup plus que sur ces dernières années, ce qu'on a connu en France. Et quand on regarde le commerce américain, je vais citer les chiffres de 2015 qui sont sortis, ils progressent de 3,1%. Donc je vous ai dit, le commerce français est quasiment à l'arrêt, donc il y a une vraie différence. Alors cette différence, elle n'est pas due simplement à la taille des États-Unis ou à la place de numéro 1 mondial dans l'économie des États-Unis, elle est due à la créativité des enseignes et à leur stratégie d'innovation. Et en fait, c'est toute la démarche du bouquin, c'est de se dire, je vais observer ce qui se passe aux États-Unis, des plus petites enseignes, et je parle d'enseignes dans le livre qui n'ont qu'un seul magasin ou qui démarrent leur site de e-commerce, donc il y a vraiment des enseignes qui sont en création, et je parle aussi d'innovation pour les très grosses enseignes. Je parle de Walmart, je parle d'Amazon, leader mondial du e-commerce, je parle aussi de Costco. Et ce ne sont que des inspirations, c'est-à-dire que les 100 cas qui sont présents dans le livre servent à inspirer les enseignes françaises, les commerçants français, les industriels français, et pas à calquer ou à transposer. Alors il peut y avoir des choses à transposer, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de montrer qu'il y a un vrai dynamisme et qu'on peut innover quasiment sur tous les sujets. Et je vais vous parler, pour continuer cette masterclass, de 10 cas inspirants sur 5 registres que j'ai sélectionnés. Et on va regarder en fait le numéro 1 américain de la pharmacie, qui est Walgreens, qui a 8000 pharmacies. On va regarder le numéro 2, qui est CVS. Et en fait, il y a une course entre les deux sur l'innovation et sur la relation client. Et je vais d'abord vous parler de CVS. Et en fait, CVS, ils se sont posé une question qui est assez simple et assez naturelle. Et si pour préserver la santé de tous, on arrêtait de vendre des cigarettes? Alors ça paraît paradoxal, c'est-à-dire qu'un pharmacien vende des cigarettes, il se trouve que la législation l'autorise aux États-Unis. Et en fait, les pharmacies aux États-Unis sont plus des drugstores, c'est-à-dire vous avez les produits pour la santé, les produits pharmaceutiques qui sont en vente libre, et vous avez aussi un pharmacien quand vous avez une ordonnance, et vous pouvez même consulter dans certaines pharmacies des médecins. Et puis vous avez toute la partie aussi, on va dire, drugstore, où il y a de l'alimentaire, où il y a tous les produits de dépannage, tous les produits du quotidien, enfin, etc. Donc ça, c'est le modèle de la pharmacie, ça fonctionne de la même façon pour CVS et pour Walgreens. Et en fait, CVS a décidé de se repositionner sur la santé et d'arrêter de vendre des cigarettes. Et ce qui paraissait totalement naturel, pour eux, ce n'était pas si naturel que ça, parce que ça représentait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est une décision qui est quand même assez engageante. Et en fait, pour le faire, ils ont impliqué les clients avec une très très grande campagne sur les réseaux sociaux, en leur demandant de raconter leur motivation d'arrêter de vendre de la cigarette. Et en fait, ils ont décidé d'aider les clients
Le thème de la campagne, c'était Let's Quit Together, c'est-à-dire on va arrêter ensemble, et d'être à côté des clients et pas d'être moralisateur. Et en fait, la campagne qui a été faite sur tous les réseaux sociaux, donc il y avait une plateforme digitale qui réunissait en fait tous les réseaux sociaux avec le hashtag One Good Reason, permettait aux Américains de dire pourquoi ils avaient arrêté, pourquoi d'autres avaient arrêté, pourquoi dans leur famille il y avait eu tel ou tel problème, enfin, etc. Et ils pouvaient le faire à la fois sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et témoigner de ça. Et ça a eu un énorme succès parce que, évidemment, les gens ont joué le jeu. Et c'est une vraie campagne d'engagement qui a été parfaitement déclinée dans les magasins. C'est-à-dire que là où ils vendaient à l'emplacement, derrière les caisses où ils vendaient des cigarettes, bah, ils ont mis en fait les panneaux pour dire « et si on arrêtait, si vous arrêtiez de fumer et let's quit together, on va arrêter ensemble ». Voilà, donc le principal enseignement qu'on peut tirer de cette campagne, c'est que c'est un acte symbolique qui reflète le positionnement qui est ancré sur la santé. Et puis, j'en tire un deuxième enseignement qui est intéressant, c'est le lien parfait entre le digital, c'est-à-dire que la force de l'engagement, évidemment, elle passait par la plateforme digitale dont je vous ai parlé, mais elle passait aussi par le relais dans les 4000 pharmacies de CVS, avec une visibilité très très forte au quotidien de la campagne. Deuxième cas, toujours sur la pharmacie et toujours dans le registre d'exceller dans son métier, c'est celui de Walgreens, qui est le leader. Et en fait, Walgreens, en 2012, a reformaté complètement son programme de fidélité qui s'appelle Balance Rewards. Et ce programme de fidélité il fonctionne de façon classique, avec des points quand vous achetez des produits. Voilà, il n'y a rien de très original. Par contre, il y a une originalité qui répond à la question de « et si on récompensait les clients en fonction de leur activité physique pour préserver leur capital santé ?» Et en fait, le principe qui a été développé par Walgreens dans son programme Balance Rewards, c'est de dire qu'à chaque fois que vous faites de l'activité physique, que vous courez ou que vous marchez, 1 mile, vous déclarez ça. Donc 1 mile, c'est 1,6 km. Donc si j'ai fait par exemple ce matin 1,6 km pour marcher dans les transports en commun, ce soir je vais pouvoir déclarer sur mon espace carte de fidélité sur le site de Walgreens, c'est 1,6 km que j'ai fait et je vais être récompensé de 20 points. Et donc en fait, c'est du déclaratif et ça fonctionne sur le déclaratif. Et ce qu'a fait dans un deuxième temps Walgreens, c'est avec le développement des objets connectés et des applis connectés, sur la santé, c'est d'encourager et de récompenser en fait le fait que vous téléchargez une appli connectée et vous pouvez la paramétrer directement avec votre compte Balance Rewards, avec votre carte de fidélité et vous allez être récompensé directement de votre activité physique au quotidien sans que vous ayez vous-même la déclaration à faire sur le site de Walgreens. Donc les deux fonctionnent, soit je déclare et c'est du déclaratif, soit ça fonctionne évidemment avec les applis connectées et c'est évidemment une initiative qui est très intéressante parce que d'abord on est vraiment sur l'engagement. Alors là, pour le coup, on se met à côté des clients et on les récompense sur ce qu'ils font, et notamment sur leur activité physique. Donc ça, je pense que c'est très innovant. Et le deuxième point que je retiens aussi de ce cas, c'est la confiance qui est accordée aux clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vérifier derrière s'ils ont effectivement marché, couru, tel qu'ils le déclarent. Alors il se trouve qu'à posteriori, il y avait des vérifications qui étaient faites, notamment sur tous ceux qui ont des prescriptions médicales, pour voir si vous êtes obèse par exemple et que vous déclarez tous les jours que vous faites 20 km pour vous préparer pour le marathon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ils ont détecté les anomalies de ce fait-là. Mais sinon, sur on va dire 99,9% des clients, ça a reposé sur une confiance absolue. Et ça, c'est très intéressant comme enseignement. Là, je vais vous parler de Mall of America, qui est le plus grand centre commercial des États-Unis, plus de 40 millions de visiteurs. Il est situé à côté de Minneapolis, en fait, au Minnesota. Et Mall of America s'est interrogé sur une question, si on proposait un nouveau service de voiturier pour récupérer sa voiture. Et en fait, ils ont réfléchi là-dessus parce que vous avez un centre commercial qui est absolument gigantesque, et quand si vous avez laissé votre voiture, il y a 25 000 places de parking, donc déjà il faut se souvenir exactement de l'emplacement où vous avez laissé votre véhicule. Mais quand vous êtes à l'entrée nord du centre commercial et que vous avez parcouru en pratiquement une journée tout le centre commercial et que vous êtes à l'entrée sud, vous avez le problème qu'il faut revenir. Alors il y a des Américains qui prennent le taxi pour revenir, il y en a d'autres qui repassent 2 heures ou 3 heures à marcher parce que c'est très très long, c'est plusieurs kilomètres. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de proposer, et c'est plutôt une bonne initiative, c'est par le mobile, en fait, vous remettez, évidemment tout ça est prévu à l'avance,
vous remettez vos clés à un voiturier quand vous êtes par exemple à l'entrée nord, et vous savez que vous allez aller à l'entrée sud, et un quart d'heure avant de récupérer votre véhicule, donc si par exemple vous l'avez laissé à 10 h du matin à l'entrée nord et il est 18 h, vous savez que vous allez le récupérer vers 18 h 15, vous envoyez un SMS en fait, donc c'est le centre commercial qui gère ça, et ils viennent directement, le voiturier vient directement vous livrer votre véhicule, vous apporter votre véhicule, vous amener votre véhicule à l'entrée sud, et vous le récupérez directement sur le parking sans avoir à porter tous vos paquets et à refaire plusieurs kilomètres. Et je trouve que l'enseignement qu'on peut tirer de ce cas-là, c'est que d'abord ça correspond bien évidemment au registre d'enrichir l'expérience client, mais surtout ça transforme le temps passif et un peu la corvée dans un centre commercial de porter ses paquets et de marcher en temps plutôt actif, qui est de redonner du temps aux clients pour faire le maximum de temps de shopping. Et en fait, on voit que Mall of America arrive à reconquérir des clients qui viennent pour 2 ou 3 heures dans le centre commercial et qui ne venaient plus parce qu'ils se disaient je vais passer mon temps en fait à faire les allers-retours du parking au centre commercial. Deuxième cas, c'est Room on Board. Alors toujours dans le Minnesota, mais ça n'a rien à voir avec Mall of America. Ils sont originaires de Minneapolis. Et en fait, Room on Board, c'est une entreprise américaine, une enseigne américaine qui fait du 100%. De la fabrication à 100% de ces meubles aux États-Unis, et donc à chaque fois on peut voir que tel meuble il a été fabriqué au Texas, ou qu'il a été fabriqué dans l'Ohio, ou qu'il a été fabriqué dans le Vermont, enfin etc. Donc avec le portrait du producteur. Donc ça c'est intéressant sur l'alimentaire, c'est une tendance qui se développe, et ça se développe aussi dans l'équipement de la maison. Et en fait Room on Board, pour favoriser au mieux l'expérience client, considère que la livraison fait partie pleinement de l'expérience client. Alors ils ont bien raison, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des déficiences sur la livraison. Et c'est donc des salariés de Room on Board qui prennent en charge la livraison, et c'est assez symbolique, mais qui acceptent et qui proposent même de se déchausser quand ils viennent directement dans votre maison ou dans votre appartement pour faire en sorte qu'après leur passage, la maison ou l'appartement soit aussi propre et qu'ils le laissent de la façon dont ils l'ont trouvé, de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et je trouve que l'enseignement, c'est de penser à la livraison, qu'on soit e-commerçant ou qu'on soit commerçant avec une activité physique, et, comme une pleine partie de l'expérience client, et d'assurer aussi, en fonction de cette livraison, le mieux possible la relation client. Alors ça paraît une évidence, mais il faut de plus en plus se différencier dans le commerce, parce que l'offre elle est absolument pléthorique, et il faut se différencier, il faut se faire préférer. Alors voilà 2 cas pour être unique, 2 cas qui sont radicalement différents. Premier cas, c'est celui de l'opticien de Warby Parker, qui a répondu à la question: et si on proposait un prix unique afin que les clients choisissent vraiment le modèle de lunettes qui leur plaît le plus. Et en fait, quand ils ont commencé leur activité en 2010 de pure player, ils étaient que en e-commerce. Ils ont fixé tout de suite un prix unique sur tous les modèles de lunettes à 95 $. C'est-à-dire, quel que soit le modèle de lunettes que vous achetiez, c'était 95 $. Et en fait, c'est intéressant parce que on va vraiment choisir le modèle qu'on préfère le plus. Et j'ai fait l'expérience dans un des magasins de Warby Parker, qui entre-temps d'ailleurs a ouvert des magasins, donc ils ont une trentaine de magasins aujourd'hui aux États-Unis. Et ils ont été élus l'enseigne la plus innovante aux États-Unis à la NRF, par la NRF, la Fédération américaine du retail, en 2015. Ils ont été élus en 2014 comme le retailer le plus innovant dans le monde dans le classement de Fast Company. Donc ils ont multiplié les innovations, outre le prix que je vous ai indiqué de 95 $. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour avoir vu pas mal de magasins aux États-Unis de Warby Parker dans des villes différentes, quand j'ai fait l'expérience client à New York, c'est leur bastion, hein, ils sont originaires de New York, et que j'hésitais pour m'acheter des lunettes de soleil, il y a le conseiller qui est venu vers moi et me dit mais prenez vraiment celle qui vous plaît le plus, n'hésitez pas, de toute façon c'est le même prix. Donc ça devient même un argument de vente, et l'enseignement principal qu'on peut tirer, c'est de simplifier l'offre, d'aider le client à se repérer, et de faire en sorte que même un achat qui est assez impliquant sur l'optique soit le plus simple possible, et évidemment le prix unique qui contribue à ça. Deuxième cas pour illustrer ce registre d'être unique, c'est celui de Macy's. Et on a beaucoup parlé de Macy's, c'est l'enseigne de grands magasins. Donc le groupe Macy's, c'est 800 grands magasins aux États-Unis avec 2 enseignes, Macy's et Bloomingdale's.
Et en fait, on a beaucoup parlé de Messi sur les innovations liées au mobile, et notamment au beacon, et notamment aux applications, et notamment aussi à l'extension de l'offre sur mobile. Et donc c'est une des enseignes qui est la plus en avance là-dessus. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler plutôt de la valorisation du patrimoine. Et en fait, Macy's travaille beaucoup là-dessus dans ses grands magasins, et notamment dans le grand magasin de New York, qui est le plus grand magasin du monde, celui de Herald Square. Et en fait, ils ont un patrimoine avec des escaliers, des escalators mécaniques en bois, qui sont très anciens, et ils ont complètement rénové, c'est la plus grosse rénovation dans l'histoire du commerce, ils ont complètement rénové ce magasin, 400 millions de dollars sur une période de 5 ans d'investissement. Et ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on fait avec les escalators? Est-ce qu'on ne met pas des escalators plus modernes que ces escalators qui ont une centaine d'années, qui sont en bois? Et en fait, les Américains se sont mobilisés pour qu'on conserve ces escalators de la belle époque de New York. Et aujourd'hui, ils les valorisent énormément dans le magasin. Alors non seulement ils les ont conservés, c'est une bonne nouvelle, mais ils les valorisent aussi beaucoup dans le magasin. Et ça participe aussi à l'expérience client et au spectacle du magasin. Bon, pour citer un deuxième exemple aussi de Macy's qui valorise le patrimoine, il y a dans leur magasin de Philadelphie, il y a un grand orgue qui est un des plus grands du monde. Et en fait, vous avez 2 concerts par jour avec d'orgue dans le magasin. Ou je vais citer un autre exemple à Chicago. Ils ont le plafond qui est un plafond fait par Tiffany et qui est un plafond magnifique. Et aussi qui vont valoriser dans le magasin par l'éclairage, par la communication et par tout le symbole que ça peut représenter et par toute l'histoire que ça peut représenter. Donc en fait, être unique, c'est aussi ça, c'est valoriser son histoire et valoriser son patrimoine, et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est de plus en plus une nécessité parce que plus l'offre elle est pléthorique, plus vous avez besoin de surprendre et d'étonner vos clients. Premier cas, c'est celui de Kmart, qui a utilisé en fait des sirènes de police pour prévenir les clients des promos. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé ça en 1965. Il y avait des gyrophares bleus, qui étaient implantés en fait dans les rayons, et à chaque fois qu'il y avait une promo spectaculaire qui commençait, vous aviez les gyrophares qui s'allumaient et qui clignotaient, enfin, etc. Donc, comme dans les véhicules de police américains, et vous aviez en fait un employé de Kmart avec son haut-parleur qui disait Blue Light Specials, parce que ça s'appelle comme ça, c'est les Blue Light en fait, ils appellent ça leur promotion comme ça, Blue Light Specials, et qui détaillait évidemment la promotion avec le prix, le produit, et c'était souvent des promotions sur une quantité limitée et sur un temps limité, ce qui permettait de faire un événement dans le magasin. Alors ils ont commencé ça, c'est vraiment une des promotions, on va dire, les plus marquées dans la culture américaine et dans l'histoire commerciale des États-Unis. Et puis ils l'ont abandonné petit à petit et ils l'ont relancé en 2015 avec du digital, c'est-à-dire en prévenant des heures et en utilisant les réseaux sociaux pour créer l'événement, enfin, etc. Et évidemment toujours en magasin avec le même principe de Blue Light Specials. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est une autre forme de faire de la promotion et d'étonner les clients avec des codes qui sont très spécifiques et très attribués à Kmart. Deuxième cas, celui de REI. REI, c'est une enseigne d'outdoor qui est spécialisée pour aller faire de la randonnée, pour aller faire de la chasse, de la pêche, en fait toutes les activités qui se font à l'extérieur. Et REI, en novembre 2015, ils ont fait un pari assez osé, qui est de se dire, le Black Friday, qui est à la fin du mois de novembre, on va fermer nos portes, on va fermer nos 143 magasins, et le site, ils ont un site marchand, le site marchand sera ouvert, mais ne prendra pas de commandes ce jour-là. Et donc quand vous vouliez commander sur le site marchand de REI le jour du Black Friday, on vous disait que votre commande serait prise en charge et prise en compte à partir du lendemain. Et en fait, ils ont incité leurs 143 magasins et tous les salariés des magasins et les clients des magasins et les clients e-commerce aussi à pratiquer ce jour-là des activités à l'extérieur. C'est-à-dire c'était complètement la démonstration de leur positionnement et c'était dire aux clients
passez pas du temps dans les embouteillages et dans les magasins le jour du Black Friday, allez plutôt vous oxygéner à l'extérieur. Pour faire ça, ils ont passé des partenariats avec évidemment plein d'associations, de clubs sportifs, et il y avait un moteur de recherche qui était sur leur site. Alors ils expliquaient évidemment sur leur site toute la démarche de l'événement, et il y avait un moteur de recherche pour trouver les activités outdoor. Résultat, il y a eu plus de 1 200 000 Américains qui ont pratiqué une activité d'outdoor ce jour-là, inscrits par REI. Alors il y en a peut-être qui l'ont fait en dehors de REI, mais plus de 1 200 000. Alors vous imaginez la base de données que ça peut représenter. Et résultat, toutes les télés et tous les médias américains sont venus tourner dans les magasins qui étaient fermés ce jour-là. Donc il y a eu un énorme bouche à oreille. Les ventes sur la fin de l'année se sont envolées. L'image de REI, tous les items d'image ont progressé. Et ils ont même, et ça c'est le dernier enseignement qui est un enseignement commercial, ils ont même créé à partir du 1er janvier 2016 une activité spécialisée dans la pratique de l'outdoor. Et donc c'est dire qu'à un moment donné, quand on pense à moyen long terme pour valoriser son positionnement, ça peut être très efficace. Encore faut-il avoir tout le dispositif et impliquer tout l'interne, puisque ça a été un vrai sujet aussi pour réussir cette opération. Et Bloomberg, il y a quelques jours, a parlé d'un coup de maître en marketing en parlant de cette opération de REI. Et, il y a une vingtaine de cas qui sont traités dans le livre, et je vais en prendre deux que je vais vous raconter, qui sont deux en e-commerce. Alors le premier, c'est celui de Amazon, avec Amazon Prime, et si on crée vraiment un système de fidélisation unique. Et je parle de système de fidélisation parce que c'est plus le cas. C'est-à-dire que la livraison illimitée, qui est une des composantes, évidemment qui est la composante principale de Amazon Prime, n'est pas la seule composante. Pour donner des exemples, aux États-Unis, Amazon Prime, c'est aussi l'accès au streaming, mais c'est aussi l'accès pendant le Black Friday à des promotions, à toutes les promotions d'Amazon, 30 minutes avant qu'elles soient mises en ligne sur le site. Et donc c'est aussi un privilège pour les clients. C'est aussi un accès, évidemment, parce que Amazon Prime Now, même s'il faut payer un supplément pour avoir une livraison qui se fait dans l'heure aujourd'hui dans une trentaine de villes américaines, mais c'est vraiment un système de fidélisation unique, et il va miser sur le fait que vous allez plus vous poser de questions sur la livraison parce que vous allez être abonné. Et donc on sait aujourd'hui par certains analystes, il n'y a pas de chiffre officiel sur le sujet, que c'est 30 à 40% des foyers américains qui seraient déjà abonnés à Amazon Prime. Donc vous voyez stratégiquement ce que ça peut représenter comme moyen de développement pour Amazon. Et évidemment c'est le cas sur Amazon.fr qui se développe beaucoup aussi avec Amazon Premium. Deuxième cas, c'est celui de Enjoy. Et Enjoy répond à une question qui est et si on accompagnait vraiment le client de façon exceptionnelle. Et en fait, Enjoy, c'est un site de e-commerce qui s'est créé en 2015, qui a été créé par Ron Johnson, qui était le fondateur des Apple Store, avec des fonds d'investissement. En fait, ils ont démarré sur deux villes, qui sont New York et sur la côte ouest, San Francisco et Los Angeles. Donc il y a 3 villes. Et en fait, Enjoy vous permet d'acheter des produits technologiques. Donc son grand concurrent, ça va être Best Buy, ou son autre concurrent, ça va être Amazon. Mais avec une grande différence, c'est que quand vous allez acheter ces produits technologiques, donc c'est le meilleur de la technologie, vous allez pouvoir vous faire livrer où vous voulez. Ça peut être dans un Starbucks, ça peut être chez vous, ça peut être sur votre lieu de travail. Il faut qu'il y ait juste une adresse précise. Il faut juste qu'il y ait une plage horaire de 4 heures entre le moment où vous commandez et le moment où vous allez être livré. Et en fait, vous êtes livré par un livreur, toujours gratuitement. Donc ça, la livraison gratuite, ce qu'ils appellent le free shipping aux États-Unis, est une habitude. Mais ce livreur n'est pas un livreur comme les autres parce que c'est un expert du produit que vous avez commandé. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une console de jeux vidéo et que vous faites livrer chez vous, vous avez 1 heure avec l'expert pour qu'il puisse vous l'installer, la mettre en route et répondre à toutes vos questions d'usage. Si vous voulez par exemple aussi, je ne sais pas, acheter une tablette, vous allez pouvoir le retrouver dans un Starbucks et pendant 1 heure, il va vous paramétrer votre boîte mail, il va vous montrer comment ça fonctionne, enfin, etc. Et vous choisissez en fait une sorte de kit avec je choisis le produit et je choisis l'expert qui va avec. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça change vraiment l'expérience client et on est beaucoup plus sur l'usage que sur le produit lui-même. Et d'ailleurs, Enjoy se développe maintenant en vendant
notamment pour la fête des mères, ils vendent des cartes cadeaux où on peut avoir 1 heure de formation ou d'usage ou de conseil à l'usage par l'expert directement sans même acheter les produits. Et en fait, cette formule à la carte est très intéressante parce que elle apporte un supplément d'âme évidemment à la livraison et elle lui donne plus de sens que de simplement apporter ou livrer un paquet. Voilà, donc je trouve que c'est un cas qui préfigure pas mal de l'avenir et de travailler sa préférence en faveur des clients et à voir ou pas si Enjoy va fonctionner en fonction de son modèle économique, qui est aussi de ne pas avoir de magasins, et c'est ce qu'ils disent. Et c'est parce qu'ils ont des magasins que, c'est ce qui est expliqué sur le site de Enjoy, c'est parce qu'ils ont des magasins et que nous, on n'en a pas, qu'on peut mettre tout l'argent dans les experts. Alors, il faut trouver les bons experts, il faut assurer la relation client, mais en tout cas, le principe, il est intéressant. Voilà, alors à l'issue de cette masterclass, j'espère que vous serez convaincus qu'il faut booster le commerce. J'imagine qu'il y en a peu qui sont convaincus du contraire, mais j'espère que vous serez encore plus convaincus qu'il faut le faire. J'espère que la masterclass vous aura donné des inspirations et que le livre en lui-même peut être un prolongement pour vous donner encore plus d'inspiration. Et on est plus sur les inspirations que sur la transposition, parce que les cultures sont différentes. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. J'espère que ça vous aura donné aussi humblement un début de méthodologie. Et il y a d'ailleurs à la fin du livre une sorte de checklist avec les 20 questions à se poser pour booster le commerce. Et je vais terminer par une citation. C'est une citation de Mark Zuckerberg, qui est le CEO fondateur de Facebook. Trouvez ce qui est important pour vous et faites-le. Et je pense que ça s'adresse bien aux commerçants français et aux enseignes françaises, qui est de trouver un point d'excellence, un point sur lequel vous allez pouvoir faire la différence et sur lequel vous allez pouvoir booster le commerce. Donc je vous souhaite de bien booster le commerce après cette masterclass.